Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis d'être là pour vous présenter le rapport, l'étude qui a été réalisée conjointement par différentes instances, Numéum, Systématique, CNLL, et puis également un certain nombre de sponsors qui ont financé cette étude. Stéphane va présenter un peu une méthodologie, puisque vous savez qu'en fait, on profite de l'Open Source Experience pour mettre à jour une étude sur le marché de l'open source, en France ou d'ailleurs à l'étranger, en Europe, ça nous est arrivé également de le faire. Et cette année, c'est une étude un peu particulière, puisqu'on a appliqué une méthodologie nouvelle pour faire cette enquête, qui nous permet d'être proche des pratiques de nos collègues allemands. Donc je te laisse présenter ça. Oui, donc c'est la plus grande étude qui a jamais été organisée, en tout cas dans le domaine de l'open source, par nos trois organisations. Et donc on est particulièrement fiers de la présenter aujourd'hui. Elle a cette particularité justement d'être inspirée d'un point de vue méthodologique par une étude allemande qui s'appelle Open Source Monitor, qui a été réalisée par Bitkom, qui est un peu l'équivalent de Numéum en Allemagne. Pour trois éditions, donc en 2019, 2021 et tout récemment en 2023. Et donc, après avoir été contacté, en tout cas en avoir discuté avec Bitkom, on a décidé de faire quelque chose de similaire, alors pas exactement à la virgule près identique, mais qui s'inspire très fortement de leur méthodologie, en termes de comment réaliser réellement le questionnaire et comment ensuite l'exploiter. Donc, donc les caractéristiques de cette étude, c'est encore une fois d'un point de vue taille et importance, d'être basé sur un panel beaucoup plus large que les études précédentes qu'on avait faites conjointement ou individuellement, donc avec plus de 600 organisations qui ont été consultées. 500 dans le secteur privé et 100 dans le secteur public. Et avec encore une fois une méthodologie qui consistait à aller vraiment interroger les clients par opposition à d'autres études qu'on a pu faire qui s'intéressaient plus aux acteurs de la filière ou aux acteurs plutôt de l'informatique en général. Là, c'est tout secteur confondu, l'industrie, les services, le commerce, l'informatique aussi, bien sûr, mais encore une fois, pas uniquement. En termes de taille, on a choisi de se limiter aux PME, mais déjà d'une certaine taille, de plus de 20 employés, de 20 salariés, et jusqu'aux grands groupes. Et pareil pour les administrations, de façon à avoir des chiffres qui correspondent à un panel, à un marché qui nous semble le plus pertinent pour le logiciel libre. Donc encore une fois, une étude très, très sérieuse, qui a demandé beaucoup d'efforts et dont nous espérons qu'elle apporte un éclairage nouveau sur ce marché, sur l'utilisation et sur les pratiques des entreprises, tous secteurs confondus, en matière d'open source. On peut peut-être passer au slide suivant, merci. Donc il y a des résultats qui sont... Ils ne sont pas surprenants, hein, d'un côté, ils correspondent à ce qu'on espère, à ce qu'on attend. On est satisfait, bien sûr, de ces résultats, de voir qu'une majorité très significative, les 2/3 des entreprises se disent ouvertes à l'open source. Donc il n'y a plus ce côté très réticent qu'on pouvait avoir il y a 10 ou 20 ans. Un taux d'utilisation qui est aussi plus ou moins conforme à d'autres chiffres qui circulent, donc plus de 80% pour les entreprises, 90% d'utilisation pour les administrations. Ça peut se rapprocher de chiffres qu'on peut lire à droite à gauche qui disent 80, 90, 95% du logiciel qui circule sur Terre contient au moins des composants logiciels libres. On voit que l'open source est absolument omniprésent. Après, ce qui devient intéressant, c'est l'argument principal de l'open source, c'est son adaptabilité, c'est le fait qu'on peut prendre le code source, le modifier ou le configurer en tout cas de façon pertinente par rapport aux usages de telle ou telle entreprise et telle ou telle administration. Et on voit que, selon les résultats de l'étude, 1/3 des entreprises ont fait ce choix de l'open source pour disposer de cette faculté d'adapter le code source des logiciels libres qu'elles utilisent à leurs propres besoins. Alors j'en passe à la deuxième partie du slide, si vous voulez bien.
deux grands enjeux qu'on avait identifiés conjointement avec Bitkom. Les deux grands enjeux de société, peut-être, dont on discute quand on parle d'open source et même de numérique en ce moment, c'est la souveraineté numérique et c'est le numérique durable et responsable. Les sondés, encore une fois avec une écrasante majorité, estiment que le logiciel libre est assurément un atout pour la souveraineté numérique européenne et de même pour le côté numérique durable. Alors, là, on retrouve en fait des chiffres qu'on avait dans notre étude il y a 3 ans, l'étude du CNLL, sur laquelle on avait sondé la filière, et où on avait aussi 80% des gens qui pensaient que l'open source était vraiment un outil, un atout, et qu'il fallait le mettre en avant quand on parlait de souveraineté numérique. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est plus simplement l'opinion de la filière, c'est l'opinion de finalement un écosystème professionnel beaucoup plus large que le secteur du numérique. De même, pour les questions de numérique durable, si on interrogeait la filière, on aurait certainement des réponses similaires. Mais là, on est sur l'ensemble des utilisateurs de numérique, tous secteurs confondus, et on voit encore que l'open source, par exemple, comme ça a été dit en keynote ce matin, parce qu'il permet de prolonger la durée de vie des matériels et que finalement l'impact écologique du numérique, c'est à 80%, en tout cas c'est ce qui a été dit ce matin, le matériel, plus que l'énergie consommée au cours de l'utilisation de ce matériel qui est important. Et donc l'open source, comme ça a pu être souligné par exemple dans une note de la DINUM qui a été publiée en début d'année, mais pour ne citer qu'un seul document, c'est là encore, on voit que ça rentre dans l'esprit des utilisateurs de l'informatique, que l'open source peut être un atout dans ce domaine. Voilà, je laisse peut-être la parole pour le slide suivant. Alors ensuite, dans l'étude, vous allez voir, parce que donc l'enquête détaillée sera publiée à la fin de la journée, je crois, sur les différents sites. Vous verrez en fait qu'on a essayé d'interroger les répondants sur pourquoi ils allaient, qu'est-ce qu'ils trouvaient comme atout et éventuellement comme frein à l'open source. Et on a à chaque fois fait la différenciation entre le secteur privé et les administrations. Donc là, vous avez quelques synthèses de ces retours. Ce qu'il faut noter, que globalement, les gens vont à l'open source, que ce soit dans le public ou dans le privé, pour des raisons assez similaires. La première chose, et c'est un truc qui, moi, me touche à cœur, parce que je le vois bien d'un point de vue Smile dans l'open source, c'est la réputation que peut avoir l'open source et le côté marque employeur. Alors j'ai vu que c'était plus marqué dans le domaine encore du public, mais disons l'open source a bonne presse auprès des experts, des développeurs, et que ça, finalement, en utilisant de l'open source, ça donne un côté positif, disons, à la fois pour les gens qu'on peut recruter, et puis également en termes de société. Donc ça, si je puis me permettre un rappel, puisque dans les années précédentes, on avait eu notamment Amélie de Montchalin qui était intervenue, je me souviens, à cette tribune, la ministre de la fonction publique, et pour qui c'était un des 3 bullet points, c'était ce côté attractivité, faire venir les talents du numérique grâce à une politique open source. Non, je te laisse. Voilà. Donc ça, c'est un premier point, et c'est commun finalement au domaine privé et au domaine public. Le deuxième point, c'est la stabilité et la sécurité. Donc ça a toujours été dans l'open source quelque chose un peu contre-intuitif pour les béotiens, en se disant si le code est ouvert, alors ça veut dire que potentiellement ça peut être moins sécurisé. Bon, ça maintenant, je suis content de voir que c'est quelque chose qui est derrière. Au contraire, plus c'est ouvert, pour moi, plus c'est sécurisé, puisque de fait, on peut auditer le code et voir éventuellement des failles. Donc ça se voit dans les retours. On considère que la stabilité et la sécurisation de l'open source est un atout. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les administrations et le domaine privé y vont plus massivement. Le troisième aspect, c'est l'aspect coût, notamment pour les administrations. Vous savez qu'elles sont aussi avoir un petit peu de leur argent de temps en temps. Et donc, en fait, ça fait partie des critères pour eux, justement, l'open source, un coût d'acquisition moindre, et donc la possibilité de pouvoir avoir de la technologie plus facilement dans les services. Donc ça, c'est les 3 marqueurs principaux. Ensuite, il y a des freins, comme toujours. Il y en a un qui a été spoté des 2 côtés. On en a déjà parlé dans les autres enquêtes. C'est la difficulté d'avoir les talents, les ressources, de pouvoir avoir les bons partenaires pour pouvoir intégrer ces technologies open source. Donc ça, c'est la pénurie, on va dire, de ressources dans l'open source. Et le deuxième, qui est en fait lié
au fait qu'un certain nombre de technologies open source n'ont pas forcément d'éditeurs, ou en tout cas avec des modèles un petit peu différents. Ça peut perturber les acquéreurs finalement de ces technologies, dans le sens où on peut se dire, est-ce que j'ai une technologie qui est stable finalement? Est-ce qu'elle va être supportée? Est-ce que je vais avoir des certifications sur ces technologies? Et c'est vrai que ça peut être potentiellement, en tout cas, moins immédiat ou moins sécurisé contractuellement avec l'open source. Et ça, c'était également un deuxième frein. Donc en gros, des atouts assez communs, le coût d'acquisition, l'attractivité, la sécurisation des technologies et la stabilité, et puis des freins, la pénurie, et puis le fait d'avoir des modèles de support qui sont un petit peu différents que les éditeurs classiques. À toi. Du coup, slide suivant. Donc, pour faire suite à ce que vient de dire Marc, et la différence de modèle éditeur et service ou support un peu différent, là on aborde un enjeu qui était une question sur les critères de choix des solutions. Alors, cette question cible les solutions et c'est un peu une des, presque la seule de ce questionnaire qui essaye de faire la différence entre les solutions et les outils. Si je parle de ça, c'est que, typiquement, on l'a vu sur les avantages et inconvénients perçus. En fait, c'est pas évident, quand on pose la question brute, qu'est-ce que vous aimez dans l'open source, avantages ou inconvénients, c'est pas les mêmes types de réponses lorsqu'on parle entre techniciens de briques ou de composants que l'on va construire, utiliser pour construire un système d'information, que lorsqu'on va parler d'une application pour utilisateur final, où là, le sujet et le périmètre, c'est l'utilisateur final avec tout le besoin d'habitude, d'accompagnement, etc., qu'en général apportent les éditeurs. Alors ce slide-là, et j'y reviendrai sur ce sujet, ce slide-là donc cible plus les solutions, et lorsqu'on parle de solutions, sans grande surprise, en fait, les attentes ou les critères de choix sont assez similaires, que ce soit en solution open source qu'en solution propriétaire. Le premier, c'est les fonctionnalités. C'est évidemment, est-ce que ça répond à mon besoin? J'ai besoin de ça, est-ce que ça le fait bien, etc. Le deuxième, là, c'est particulier. C'est quel est le type de licence open source? Parce que là, il faut voir dans les détails qu'est-ce que ça veut dire licence open source. En gros, là, on est plutôt, je pense, dans les répondants de type qui construisent ou qui intègrent des composants open source. Parce qu'en gros, pour faire simple, vous avez deux types de licences open source. Les licences type contaminant, type GPL, ou si vous intégrez un composant, que vous le réutilisez, votre tout, donc votre solution à vous, au final, doit être sous cette licence. Donc, ça a des contraintes d'utilisation pour les industriels, ou des licences permissives qui, vous pouvez prendre en bout, en faire ce que vous voulez et le redistribuer sous la façon que vous voulez. Je dis ça parce que lorsqu'on construit un système, c'est très important. Lorsque vous achetez une solution d'éditeur open source, moi je suis éditeur open source, on n'a jamais cette question. On n'a jamais la question, quelle est ta licence? Donc, encore une fois, selon ces deux univers, pareil, classique par rapport aux solutions, c'est les indicateurs de sécurité. De plus en plus aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec le contexte géopolitique, avec tout ce qu'on entend sur la cyber et ce qui se passe sur la cyber, aujourd'hui, les gens sont de plus en plus vigilants ou attentifs à est-ce que si je prends ça, je vais être suffisamment sécurisé? Est-ce que les CVE sont bien publiés? Est-ce qu'il y a une politique de gestion de la sécurité pour ce composant, pour cette solution, etc. Les possibilités d'intégration arrivent ensuite. Quand vous mettez une solution, l'idée c'est qu'ensuite, elle puisse s'intégrer dans votre système, que ce soit annuaire, que ce soit des compléments fonctionnels. Alors là, il y avait deux distinctions. Il y a la partie s'intégrer avec d'autres solutions open source, et il y avait également la partie s'intégrer avec d'autres solutions. En fait, il y a peu de différence entre les deux. Il y a un peu plus de propension à s'intégrer avec d'autres solutions open source. En fait, quelqu'un qui part sur l'open source, il aura envie de construire, si possible, ou de choisir différentes solutions open source, d'avoir cette logique, mais également le fait de s'interfacer avec d'autres solutions propriétaires. Vous avez un CRM propriétaire, vous avez des outils bureautiques peut-être propriétaires, etc. Vous avez malgré tout aussi besoin d'interfacer avec ça. Et puis dernier point qui là est sans doute spécifique à l'open source, c'est la réputation de la communauté. Alors il y avait différentes questions, critères, il y avait la réputation, il y avait la taille, il y avait l'activité. Merci Florence. C'est vrai que ça, c'est plutôt sur la partie composant entre tech. Chez un éditeur, en fait, souvent, on va plutôt appeler ça l'écosystème. Est-ce que l'écosystème est vivant? Voilà, dans l'open source, c'est communauté parce qu'on rajoute la notion potentielle de contribution. Donc voilà pour les critères de solution. En synthèse, point particulier sur la notion de licence, notamment quand on construit son système, mais sinon relativement proche de ce qu'on attend d'un produit, d'une solution finale pour l'utilisateur, même qu'il soit propriétaire.
Donc le rôle clé des partenaires dans la conception, je pense qu'on va intervenir un petit peu à deux, Marc, sur le sujet. Ça traduit aussi un peu cette dichotomie. Souvent dans l'open source, et les origines, c'est essentiellement des composants techniques. C'est comme ça que l'Internet est arrivé aussi. C'est beaucoup entre tech, on fait des composants, on fait des briques réseau ou autres. En fait, on avait même l'habitude de dire, en fait, l'open source, c'est du service. On vend du service. Il y a des logiciels, on les intègre, on adapte. C'est du service. Ça se traduit encore par une grande intervention des ESN. Donc 80% des répondants font appel à des ESN pour aider à la mise en œuvre de solutions, de systèmes, à la création de systèmes spécifiques. Uniquement 20% font appel à des éditeurs. On voit encore un frein ou une habitude de... on le sent, nous, en tant qu'éditeurs, une volonté de dire ah ben non, je veux un peu faire par moi-même, pas forcément un éditeur, alors sur certains domaines. Or, les éditeurs font partie du jeu sur les solutions pour utilisateurs, typiquement. En fait, les gens se plaignent qu'il n'y a pas vraiment d'alternative, ils pensent à 365, mais en même temps, ils ne veulent pas forcément passer par un éditeur. Bon, il n'y a pas photo, une alternative à 365, sans éditeur, ça n'existera pas. Pas la peine de... Voilà. Et donc, il y a des domaines où, très particuliers, lorsqu'on traite l'utilisateur final, donc il faut aller très loin sur un métier ou autre, voilà, tout ce que va apporter l'éditeur en accompagnement, en support, en habitude, en interface avec tout le monde aussi, également propriétaire, est important. Et on le verra après. Les fondations, alors moi j'étais un peu surpris du chiffre, hein, 15% d'organisations qui font appel à des fondations. En fait, ce que je pense, c'est que des grands acteurs industriels, souvent, pour faire des développements open source, ou en tout cas constituer des socles de leur logiciel, investissent finalement dans des fondations, ou participent au financement de fondations, soit par de l'argent, soit par du sponsoring, soit même par des ressources, pour essayer de faire évoluer des standards et des modèles. Donc je pense que c'est plutôt dans ce cadre-là que des grands industriels, notamment il y a pas mal des gens de l'automobile, il y a pas mal de fondations, une fondation Genivi par exemple, qui a été créée, qui est open source. Et donc ce genre d'acteurs finalement passent par une fondation pour leur permettre d'imposer un standard et de faire un peu de la R&D partagée. Donc je pense que c'est un peu dans ce cadre-là. Et juste un petit point sur les ESN, c'est vrai que l'avantage de l'open source, c'est que c'est ouvert et qu'on peut étendre les produits. Donc en fait, c'est pas tant... Alors tu as raison sur les éditeurs, et on a besoin d'éditeurs open source comme on a besoin d'intégrateurs. Et c'est vrai que la particularité des produits open source, c'est qu'on a le code source et qu'ils sont prévus pour être ouverts et modulables. Et donc c'est vrai qu'un client va avoir tendance à se servir du logiciel open source initial et vouloir l'étendre ou le customiser par rapport à son propre besoin, ce qui explique pourquoi, en partie, on a une activité autour de l'intégration et des ESN qui est importante, parce que justement, la force de l'open source, c'est de pouvoir customiser par rapport aux besoins du client. Voilà. Et puis les cabinets de conseil, bon, 14%, c'est, je pense, pour sans doute aussi des grandes organisations, pour se faire accompagner, pour faire les bons choix, pour voir comment mettre en œuvre l'open source, ou quelles sont les bonnes pratiques à avoir, que l'on produise ou que l'on consomme de l'open source. Alors, slide suivant, je crois que c'était moi aussi. Alors, donc là, la question, c'était, on évaluait la participation au développement de l'open source. Alors, si on s'arrête à ça et qu'on regarde les premiers résultats, 75%, on se dit, waouh, si 75% des entreprises participent au développement, ça peut être... c'est très, très impressionnant. Bon, il faut relativiser dans le sens où développement de l'open source, c'est prévu au sens large. Donc, il y avait contribuer à du code, il y avait mettre en œuvre des solutions open source, il y avait également acheter des solutions d'éditeurs. Donc, c'est développement au sens large, développement au sens de l'écosystème. Et donc, effectivement, acheter des solutions d'éditeurs, ça fait partie du développement de l'écosystème, du développement de l'open source en général. Donc là, ce qu'on voit, c'est que 75% des entreprises participent d'une façon ou d'une autre à ce développement. Et la partie contribution était quand même assez forte. Vous le verrez dans le détail de l'étude, c'était intéressant. Et 87% des organisations publiques, ce qui est vraiment beaucoup. Alors si on détaille un petit peu, le chiffre qui est très intéressant sur le côté on co-construit, c'est un de ces sous-thèmes, c'était la participation à des projets de la communauté. Alors que ce soit une entreprise elle-même qui participe, où il y avait également, je permets à des salariés de contribuer. Et donc ça, c'est une bonne approche lorsqu'on s'investit dans l'open source, de gouvernance, de pérennité et de bonne utilisation. Et donc 50%, c'est intéressant comme chiffre, c'est quand même assez important, donc à noter. Et puis côté achat, on voit une différence entre le secteur public et le secteur privé, où
une entreprise sur deux achète des prestations de support ou des abonnements, c'est-à-dire en gros achète des solutions open source, alors que uniquement un tiers des organisations publiques. Je pense que ça traduit un aspect quand même qui est assez présent dans le public, c'est on veut faire par nous-mêmes. L'open source, et on fait par nous-mêmes. Souvent, quand vous parlez à une collectivité ou une administration, je dis est-ce que tu fais de l'open source? Et oui, je vous explique ce qui crée. Voilà. Pas forcément, c'est je contribue ou j'achète. Donc ça, c'est quelque chose qui doit évoluer, parce qu'autant créer des codes ou répondre à des besoins qui sont spécifiques, métiers ou autres, c'est intéressant. Autant créer des choses qui existent déjà, en général, ça l'est beaucoup moins. Dernier thème, c'est la gouvernance. Donc je dirais que la gouvernance, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a 20 ans, on n'en parlerait pas de la gouvernance open source. Et donc ça vient avec le succès de l'open source. Et en fait, cette enquête démontre que les entreprises, les organisations se sont organisées autour de l'utilisation de l'open source. Et ça veut dire aussi qu'elles ont conscience que l'open source, c'est à manipuler avec des pratiques ou des manières de faire un petit peu différentes des outils classiques. Donc en fait, vous verrez dans l'étude que la moitié des organisations publiques ont mis en place une stratégie open source. C'est quoi leur stratégie open source? Avec des plans pluriannuels pour se dire voilà, qu'est-ce qu'on va faire de l'open source dans notre IT dans les années futures. Et c'est un tiers des entreprises qui ont été interrogées. Donc c'est quand même important d'avoir un plan stratégique spécifique à l'open source, donc 50% pour les administrations publiques et 33% pour les entreprises. Le deuxième, ce qu'on a, la politique open source, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a une stratégie, ça veut dire qu'on sait par défaut qu'on a de l'open source qui se balade quelque part dans nos services et on a envie d'essayer d'organiser ça, de créer un certain nombre de règles, de directives. Et donc là, c'est assez massif. Les entreprises, les organisations, tout confondu, là pour le coup, monde public et privé, 7 sur 10 ont défini une politique open source dans leur entreprise et dans leur organisation, de comment on va utiliser les solutions open source, quelles solutions open source on peut utiliser, et pour voilà, mettre en place les directives pour les différents utilisateurs et les différents services et les différents acheteurs. La troisième notion, qui est, je dirais, la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'on appelle l'OSPO, donc c'est Open Source Program Office. À quoi ça correspond? Donc là, vous voyez que c'est quelque chose qui est encore un peu moins répandu, une entreprise sur 10 et une administration sur 5. Les entreprises, une sur 10, c'est plutôt les très grandes entreprises qui ont décidé de créer un service. Donc là, on n'est pas dans la politique ou dans la stratégie, on crée un service centralisé qui va coordonner l'utilisation de ces deux solutions open source, qui va les globaliser, qui va peut-être apporter du support sur les technologies open source de manière transversale. Et donc ça, c'est une notion qui commence à se développer. Comme vous le voyez, on en est au début. Plus d'eau forcément dans les très grandes organisations qui ont besoin et qui ont la capacité de mettre en place de telles organisations. Mais ça montre aussi la maturité de l'open source dans les organisations et la prise de conscience finalement des dirigeants et des décideurs que c'est quelque chose de stratégique et que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir monitorer convenablement pour que ça soit efficient. Donc cette partie de l'enquête, je trouve qu'elle est pertinente pour justement démontrer finalement la maturité de l'open source dans le monde de l'IT et qui prend de plus en plus d'importance et avec notamment des grands groupes qui ont pris à bras-le-corps ces sujets-là et qui en ont fait une stratégie réelle avec une organisation derrière à la clé. Voilà. Je crois qu'on avait fini sur les slides et que justement la dernière partie donc, de notre présentation, c'est finalement avec notre homologue allemand. On peut peut-être commenter un peu. Ah oui, voilà, bah, allez-y. Ouais, allez-y. Moi, je remarque, par exemple, comme je le disais au début, hein, on est à 80-90% sur certaines réponses. Alors, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'il y a encore besoin de pousser pour dire l'open source c'est bien, adopter l'open source, etc., alors qu'on a déjà ce taux de pénétration? Oui, sans doute, parce que si on laisse refroidir la marmite, eh ben, ça ne va pas le faire. Mais là, par contre, on a des chiffres où on est plutôt sur 1/10, 1/5. Donc peut-être que s'il y a un enseignement, parmi d'autres, hein, je ne dis pas que c'est le seul, mais un des enseignements qu'on pourrait retirer de cette enquête, c'est pour les entreprises de mettre en place, alors les grandes entreprises, celles pour lesquelles c'est pertinent, de mettre en place des OSPO. C'est effectivement des objets relativement récents, peut-être une dizaine d'années, je pense que le terme a dû apparaître il y a une dizaine d'années. On sait qu'au sein de
de l'État français, il y a un OSPO, c'est la mission de logiciel libre qui est dirigée par Bastien Guéry. On sait que c'est une structure qui comprend pas beaucoup de personnel, hein, puisque je crois qu'en ce moment, il est tout seul. Donc, une personne qui gère l'open source de je ne sais pas combien de millions de fonctionnaires, ça ne fait pas beaucoup. Alors, c'est vrai aussi qu'il y a des OSPO dans les ministères, à la mairie de Paris et dans certaines régions, etc., etc. Mais l'important, c'est peut-être que ces OSPO, et en particulier dans les grandes structures du service public, travaillent en réseau et qu'on donne évidemment les moyens aux personnes qui sont là qui ont envie de faire avancer les choses, de réaliser leur mission. De toute façon, nous, tant qu'on n'est pas à 100% de partout, on ne sera pas content. Donc, je pense qu'il faut continuer à avancer. Donc là, pour respecter le timing, la dernière partie de la présentation, ce que je disais, c'est qu'on va faire intervenir, je crois, Greta, qui, je ne connais pas son nom de famille. Greta Schnack, voilà, qui va être en visio avec nous. Elle fait partie du Bitkom. On en parlait en introduction, justement. C'est l'homologue un peu de Numéum, voilà, qui a lancé cette enquête autour de l'open source il y a déjà quelques années, et sur laquelle on a collaboré avec eux et on a essayé de calquer notre enquête pour pouvoir, et je pense que c'est très intéressant, avoir quelque chose qui dépasse le côté franco-français, pour faire des comparatifs, notamment avec un pays allemand qui est un pays important dans l'Europe et qui, sur certains aspects, est assez similaire au nôtre. Et c'est intéressant d'avoir un peu des comparatifs. Donc on a, comme l'enquête, les résultats sont secs depuis quelques temps, on leur a communiqué et elle devrait pouvoir nous faire un premier retour, on espère, sur sa réaction par rapport à ces chiffres. So, hello Greta, you hear me? En tout cas, je vais juste, en attendant que ça arrive, ce qui est intéressant, en tout cas pour moi, on avait essayé de faire des enquêtes, et on en a fait dans le passé, avec différents acteurs européens qui nous avaient permis de comparer, non pas l'aspect plus qualitatif qu'on a aujourd'hui, mais plutôt les aspects de marché, de déploiement. Dans la dernière enquête, on avait ça. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose... Par nature, l'open source, c'est mondial, c'est international. Et donc, je trouve que, de ce point de vue-là, c'est vraiment très important de pouvoir avoir le plus possible des comparaisons, des mesures qui nous permettent de voir les différences. Pour mon entreprise est dans différents pays, et je vois que l'utilisation des solutions open source, la manière de l'aborder, même les outils en eux-mêmes ne sont pas déployés dans un pays. On peut avoir un outil qui est très successful et puis un autre dans un autre pays, alors qu'on n'est pas si loin que ça. Donc je trouve que c'est très intéressant de partager ça et de pouvoir avoir des comparatifs pour s'instruire et voir comment on peut s'améliorer éventuellement à certains endroits. Alors, un point intéressant peut-être, c'est que la Commission européenne, de temps en temps, alors la dernière c'était en 2021, produit des études sur l'économie de l'open source. Donc la grande étude de 2021 avait sorti quelques chiffres. Malheureusement, ils avaient peut-être cité les nôtres, mais de manière très... anecdotique. Enfin, ils n'avaient pas trop insisté, alors qu'on avait quand même beaucoup travaillé pour sortir des chiffres européens. Mais aussi, ils ont sorti un tableau. Il y a un tableau qui donne une comparaison pour une quinzaine de pays, dont une partie en Europe et d'autres qui sont des pays de référence en dehors d'Europe. Alors, ce n'est pas sur des aspects quantitatifs, c'est sur les politiques publiques, que ce soit en termes de politique industrielle ou de politique d'utilisation de l'open source dans le secteur public. Et ce tableau, qui n'est pas dans les slides, mais qu'on peut retrouver dans l'étude européenne, il montrait vraiment des différences énormes entre les pays. Par exemple, l'Allemagne avait un 0 pointé en termes de politique publique d'utilisation de l'open source. Et pourtant, c'était avant qu'ils lancent le Zendis et d'autres initiatives qui peut-être leur permettent d'avoir rattrapé ce retard. Et donc, je pense qu'aussi, la comparaison entre, d'un côté, une étude comme la nôtre et celle de Bitkom, et puis de l'autre côté, les politiques publiques qui ont été mises en œuvre dans ces deux pays, et éventuellement d'autres, si on arrive à trouver d'autres partenaires dans d'autres pays, pourraient nous éclairer et donner une indication de quelles sont finalement les politiques à mettre en avant, que ce soit pour favoriser l'utilisation ou pour favoriser la pérennité et la croissance d'un tissu industriel européen et donc la souveraineté technologique de l'Europe sur ces questions. Ça va marcher ? Dans 3 minutes. Ok. Alors comme moi j'ai parlé et que Stéphane a parlé, c'est à toi maintenant. Quoi dire comme
ça tombe bien, on a remis le prix des acteurs du libre cette année européen à un acteur allemand, d'origine allemande, Nextcloud. Que ça serait bien du coup qu'on arrive à avoir des acteurs français qui arrivent à gagner des prix en Allemagne, pareil des prix européens. Et en discutant justement avec la DINUM et la mission logiciel libre, ils nous indiquaient qu'un point que font les Allemands, c'est qu'ils ont lancé un fonds pour financer certains projets phares open source. Et donc, il y a une volonté d'essayer de faire pareil au niveau français. Et donc, si on arrive à se synchroniser un petit peu sur des objectifs ou des façons de faire, ça peut être intéressant. Sur l'étude, donc, elle était existante, donc on a fait avec ce questionnaire. On a potentiellement des améliorations à faire parce que c'est vrai que c'est un super outil et c'est la première année qu'on arrive à avoir un panel aussi large. C'était vraiment l'objectif en termes de pays et de représentation, 600 je crois juste que Bitkom, eux, ils faisaient de leur côté en Allemagne, il y avait 900 répondants. Donc en fait, un peu 900 000, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc 600, pour le coup, je me souviens plus combien c'était la dernière enquête qu'on avait faite, mais c'est un effort très significatif justement pour pouvoir avoir plus de 600 répondants. Nous, les enquêtes qu'on fait d'habitude, c'est entre 100 et 150 réponses qu'on a. C'est un vrai jump sur notre écosystème. Donc oui, il y a un saut.